Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 90 minutes info, 1h30 d'informations au plus près du terrain avec nos experts, nos journalistes, nos invités en plateau. Émission consacrée à la guerre en Ukraine. Le conflit va entrer dans son 3e mois et aucune trêve n'est en vue si les troupes russes n'ont pas réalisé de gains territoriaux majeurs au cours des dernières 24 heures. Nous verrons que l'armée de Vladimir Poutine accentue la pression sur les grandes villes situées à l'est du pays, à Mariupol notamment, ville détruite à 90%. Vous voyez les images qui sont juste derrière moi, les pertes ukrainiennes pourraient être conséquentes. Nous vous montrerons des images satellites qui révèlent l'existence de fosses communes près de cette ville de Mariupol. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis cette ville débutera dans 2 heures précisément. C'est dans ce contexte que la France a décidé de procéder à la livraison d'armes lourdes, des canons César d'une portée de 40 km utilisés en Syrie et en Irak contre Daesh notamment. Jusqu'à présent, la France craignait que ce type de décision ne la fasse considérer par le Kremlin comme un co-belligérant. Pourquoi la France a-t-elle fait évoluer sa position ? Les Occidentaux sont-ils en train d'intensifier leurs efforts pour aider les Ukrainiens à repousser les offensives russes? Jusqu'où ira l'armée russe? Que souhaite concrètement faire Vladimir Poutine à présent? Ces questions, je les poserai dans un instant à mes invités, mais avant cela, c'est l'heure de la Minute Info. Française assure avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le nord-est du pays dans le but, selon elle, d'accuser les Français. Selon l'état-major, cette manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane est représentative des multiples attaques dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois. Au moins 33 morts, dont des enfants, après une explosion dans une mosquée en Afghanistan. L'attaque a eu lieu pendant la prière du vendredi dans le nord du pays. Cette explosion survient au lendemain de 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique qui ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés. Et puis Israël va fermer son accès pour les travailleurs palestiniens de Gaza à partir de dimanche. Réaction au tir hier soir de nouvelles roquettes depuis l'enclave palestinienne. La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été tirées. La plupart ont été interceptées par le bouclier antimissile de l'État hébreu. Nous débutons cette émission avec vous, Harold Iman, afin de faire un point sur la situation concrètement en Ukraine. Les offensives russes sont concentrées à l'est du pays. Oui, alors si on regarde le plan d'ensemble, on verra que Kiev n'est plus du tout encerclé. C'est quand même une grosse différence par rapport aux jours antérieurs et que... Voilà, on la voit, cette carte, oui, au nord de Kiev. Sur votre écran. Voilà, au nord de Kiev, tout a été déplacé vers l'est, évidemment. Et cette offensive vers l'est est censée se nourrir des gens qui ont été retirés du nord de Kiev. Mais ça ne se passe pas exactement aussi facilement. Il faut déjà que ceux qui ont été retirés de Kiev se reposent. Et c'est de nouvelles troupes. Et combien en aurait-on vraiment sous la main, alors qu'il y a eu sans doute autour de 18 000 morts. Voilà le problème, parce que quand vous avez un mort, vous avez 5, 6, 10 personnes hors d'état d'agir et qui doivent se reposer ou être hospitalisées. Bref, ce n'est pas du tout imminent. Et là, précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer, et on va se concentrer sur cette ville de Mariupol qui est située à l'est du pays et qui est également située sur le littoral près de la mer d'Azov? Oui, alors, Mariupol, c'est le Verdun de l'Ukraine. Depuis 2014, c'est à qui détiendra cette ville. Et on s'est battu. Les forces séparatistes et russes sont venues jusqu'ici. Ils ont reflué en 2014 suite à la contre-attaque de l'armée israélienne. Mariupol, alors aujourd'hui, tout sauf ces 2 petits points. Le port, il y a encore de l'activité de résistance, et l'immense complexe sidérurgique d'Azovstal, qui est un vrai dédale de métal, dont on ne peut pas vraiment extraire les gens facilement. C'est un réduit, si vous voulez. Le dernier réduit, parce que ça n'a plus de sens stratégique. Ils ne peuvent pas essaimer dans aucun sens. Et les secours ukrainiens ne viennent pas du nord. Ça a été pratiquement abandonné officiellement par le gouvernement. Ils ne disposent pas assez de soldats pour venir les désenclaver. Et il y a encore des milliers de civils. On a vu que les Ukrainiens souhaitent quitter la ville de Mariupol. Il va y avoir une tentative pour les exfiltrer à l'extérieur de la ville qui va débuter dans moins de 2 heures maintenant. Comment cela va se faire concrètement ?
Alors déjà là, il y a dans Azovstal apparemment 1000 civils qui sont dans cet enfer ici. Des civils ou des soldats? Des civils en plus des soldats. Des civils en plus des soldats. Oui. Le reste a été donc regagné par les lignes russes. Donc ils sont en train d'être sortis de la zone en général. La grande question, c'est comment sortir et vers où? La plupart vont aller vers Zaporozhye dans le nord, mais évidemment, depuis le début de cette guerre, les autorités russes essayent de siphonner les gens vers la Russie proprement dite, pour montrer qu'ils étaient quelque part favorables à l'arrivée de l'armée russe. Donc là, il y a un nouvel enjeu très désagréable qui se met en place. Merci beaucoup Harold Iman. On fera un nouveau point avec vous dans une petite vingtaine de minutes. On va écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, justement sur ces avancées des troupes russes à l'est du pays. Les forces armées de l'Ukraine continuent de décourager les attaques de l'envahisseur russe dans l'est et le sud de notre pays. La direction d'Izium, Donbass, Ryazovia, Mariupol, la région de Kherson sont les lieux où se joue le sort de cette guerre et l'avenir de notre État. Avec moi en plateau, j'accueille mes invités. Caroline Pilastre, bonjour à vous, chroniqueuse Sud Radio. Vous êtes aux côtés de William T, président du think tank Le Millénaire. Bonjour à vous. Denis Kolesnik, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous êtes également avec nous. Et à nos côtés, Bruno Clermont, général de corps aérien. Merci d'être à nos côtés pour cette édition spéciale consacrée à ce conflit en Ukraine. On a vu que le Donbass était au cœur de toutes les attentions. Les Russes tentent de conquérir ce territoire. On va faire un point sur la situation actuellement dans cette région à l'est de l'Ukraine avec Sybille Delettre et on en débat dans un instant avec mes invités. Alors le Donbass qui peut tomber dans les mains de Vladimir Poutine d'ici une minute, c'est son objectif en tout cas, objectif premier depuis le début de ce conflit en Ukraine. On rappelle que c'est la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes en Ukraine dans le Donbass qui a signé le début du conflit, c'était en février dernier. Je commence avec vous, mon général de corps aérien. Est-ce que c'est l'objectif premier de Vladimir Poutine et est-ce que le Donbass peut tomber très rapidement dans les prochains jours, prochaines heures peut-être? Alors première question, la réponse est oui, c'est l'objectif principal, maintenant c'est clairement affiché. Et deuxième réponse, la réponse est personne ne sait, mais probablement ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, c'est une bataille, en fait c'est la bataille qui n'a pas eu lieu dans la première guerre d'Ukraine, pour les raisons qu'on connaît, sous-estimation de la réalité de ce qu'était la nation ukrainienne et l'armée ukrainienne. Donc Vladimir Poutine a remotivé ses troupes et a lancé une deuxième stratégie qui est de concentrer ses forces sur l'Est et sur le Sud. C'est ce qui est en train de se passer. Si on écoute les Américains sur le sujet, qui disent quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de communication du côté des Américains. Biden a fait une conférence de presse il y a 3 jours, intéressante, il a dit pas mal d'informations. Il y a une information importante qu'il a donnée, c'est que contrairement à ce qu'on entend du côté des États-Unis, qu'il faut repousser les Russes en dehors des frontières du 24 février, donc en fait les ramener où on était avant que la guerre commence, Biden a fixé comme objectif que l'Ukraine, que les Russes ne prennent pas l'entièreté de l'Ukraine. Donc ça veut dire que dans l'esprit des Américains, on commence à comprendre qu'il y a de fortes chances que les objectifs de Poutine, qui est de prendre le Donbass, puissent être réalisés. Ça n'écarte pas le fait qu'ils vont continuer à fournir des armements pour essayer d'inverser la tendance. Mais il y a une espèce de principe de réalité qui est en train de se faire jour du côté américain. Et on en parlera dans un instant de ces armes qui sont fournies par les Occidentaux aux Ukrainiens, notamment pour faire face aux agressions russes et à ces forces russes qui tentent de conquérir donc en ce moment l'Est de l'Ukraine. Je le disais à l'instant, nous allons faire un point avec Sybille Delettre sur cette région du Donbass. C'est un petit îlot de normalité au milieu du chaos. À Lysychansk, à 14 km du front, le marché couvert de la ville est encore ouvert. Tetiana y vend du pain. Un devoir pour cette femme de 45 ans. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Comment puis-je partir et laisser les gens simplement sans pain? Si je n'étais pas là, que mangeraient-ils? Malgré les risques de bombardement, ils sont des dizaines à venir se ravitailler ici chaque jour. Si les Russes gagnent, tout changerait, tout. Ce serait le Moyen-Âge, ce serait l'oppression. Nous ne voulons pas de ça. À quelques kilomètres de là, à Severodonetsk, les derniers civils se sont regroupés dans le sous-sol de cette usine. Face à l'aggravation de la situation, les plus fragiles sont évacués par la Croix-Rouge.
Nous continuons à évacuer, mais souvent, les personnes qui sont restées ne veulent pas partir. Elles nous disent « Nous sommes nés ici, nous mourrons ici ». Les bombardements résonnent au loin. Alors que la guerre entrera dimanche dans son 3e mois, aucune trêve ne se dessine. L'objectif de l'armée russe, établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Kolesnik, on a le Donbass et le sud également de l'Ukraine qui sont clairement dans le viseur de l'armée russe actuellement. Déjà, je voudrais bien revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les objectifs de la Russie. Donc, on a très bien vu que les objectifs russes ont pas mal diminué par rapport à ce qui était déclaré au début. Donc, l'objectif, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à déchiffrer, c'était l'objectif de dénazifier, entre guillemets, l'Ukraine. Les Russes... Ce qui avait été dit par Vladimir Poutine lors d'une de ses premières allocutions. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les Russes n'ont pas réussi à détruire l'État ukrainien. Ils n'ont pas réussi à prendre Kiev, même s'il y a eu plusieurs tentatives, notamment sur 3 voire 4 directions. Ils essayaient d'encercler la ville, mais ils ont connu de grandes pertes et ils devaient se retirer. Et donc maintenant, on voit que leur objectif a évolué. Donc maintenant, ils ne veulent qu'entre guillemets récupérer... C'est-à-dire que leur objectif premier était d'envahir entièrement l'Ukraine avec... Subjuguer l'Ukraine, bien évidemment, oui. Et il voulait d'ailleurs établir à la tête de l'Ukraine certains généraux ukrainiens. Ça, c'est une information qu'on connaît à ce stade. Mais comme on le voit, les Russes... Des généraux pro-russes? Des généraux, on va dire, je ne sais pas, qui sont pro-russes, mais qui avaient leur intérêt. Hein. Il y a toujours des gens qui ont leur propre intérêt. Et donc, il y a des traîtres toujours de la nation. Et donc, puis, on a vu que les objectifs ont évolué. Et maintenant, encore une fois, tout dépend, à mon avis, de cette bataille qui va se dérouler ou qui se déroule déjà dans le Donbass. Et donc, en fait, la partie qui va gagner ou remporter cette bataille, et donc, en fait, de cette situation, on va voir est-ce que les Russes ils vont, encore une fois, diminuer leurs objectifs ou pas. Mais beaucoup de choses se jouent maintenant, justement, à l'est de l'Ukraine. Effectivement, Caroline Pilastre, on a l'avenir de l'Ukraine, comme nous le titrons actuellement, qui se joue à l'est du pays actuellement. Oui, effectivement, je vous rejoins, messieurs. Mais pour en revenir à Mariupol, c'est une ville détruite, c'est une ville martyre. Vous avez 1000 civils qui se terrent dans cette usine avec 2000 soldats, dont certains font partie du bataillon Azov. Ce sont des nationalistes, des anticommunistes. Et le but de M. Poutine est de les affamer, puisque actuellement, il manque d'eau, il manque de nourriture. Et il a même dit qu'il voudrait qu'aucune mouche ne passe les lignes de défense. Donc c'est pour vous dire quelle est sa mentalité actuellement, et je ne sais pas jusqu'où il voudra aller par la suite, puisque de toute manière, son but, c'est d'asseoir un maximum son pouvoir. Nous sommes proches de la date du 9 mai, qui est, comme vous le savez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une date extrêmement importante pour les Russes, pour M. Poutine, puisque c'est un moyen aussi de se positionner en termes de puissance, de pouvoir, et il veut, à mon avis, arriver à la fin de cette guerre, mais qui pour lui n'en est pas une, évidemment, pour montrer au peuple russe à quel point il est puissant dans cette offensive. Effectivement, on va voir ces images impressionnantes de la ville de Mariupol, ville stratégique qui n'est plus qu'un champ de ruines. 90% de Mariupol, je le disais tout à l'heure, vous voyez ces images impressionnantes. 90% de la ville aurait été endommagée ou détruite depuis le début de l'invasion russe. La chute de Mariupol, c'est une question non pas de jours, mais d'heures, William T. Il faut être prudent sur cette question parce qu'au début de la guerre, il faut se rappeler qu'on pensait que les renseignements américains disaient que Kiev pouvait tomber au bout de 4 jours. Et à chaque fois, on a eu les mêmes éléments, c'est-à-dire que Kharkiv pouvait tomber au bout de 4 jours, etc. Et finalement, les villes ont résisté. Donc après, la difficulté, c'est que sur cette situation, quand on regarde la carte, notamment les forces en présence, on se demande comment les Ukrainiens pourraient mener une contre-offensive pour essayer de résister plus longtemps. Donc je ne sais pas si c'est une question d'heure ou de jours, mais en tout cas, vraisemblablement, la ville va tomber en faveur des Russes. Vraisemblablement, l'objectif, c'est de la faire tomber avant la date du 9 mai afin de pouvoir réunifier. On va montrer la carte de Mariupol avec ces deux bastions que sont le port et l'usine. L'objectif, avant le 9 mai, vraisemblablement de relier la Crimée et la Donbass avant d'avoir une frontière qui est terrestre. Mais je ne sais pas si c'est uniquement le seul objectif de Poutine. Moi, je pense que Poutine a commencé son invasion avec 2 objectifs qui étaient conjoints. Une part, protéger ce que lui appelle sauver les régions pro-russes, donc de Donbass et de la Crimée. Et surtout, il y a un deuxième objectif qui est de neutraliser l'Ukraine pour que l'Ukraine ne rejoigne pas les forces occidentales, donc ne rejoigne pas l'OTAN et aussi ne rejoigne pas l'Union européenne. Parce qu'on oublie souvent cette question, c'est que Poutine avait démarré un conflit en 2014 parce qu'il y a eu des manifestations place Maïdan afin d'inciter l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne. Donc, la question qui est clé maintenant pour Vladimir Poutine, c'est
cet objectif-là est clair pour la date du 9 mai, mais est-ce que c'est son seul objectif et qu'il va s'arrêter là après le 9 mai? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas et vraisemblablement, on arrive à une situation où les deux parties se polarisent. D'un côté, les Ukrainiens soutenus par les Européens et les Américains, et de l'autre côté, les Russes. Et je ne vois pas de sortie honorable à ce conflit. Et donc, on va vraisemblablement se diriger vers un conflit qui s'enliserait pendant plusieurs années, voire même une décennie. Et parce que nous sommes dans une situation un peu comme l'Afghanistan, dans laquelle les forces russes sont enlisées. Zelensky tient, parce qu'il est un peu un héros de guerre, un peu à l'image de Winston Churchill. Et donc, vraisemblablement, vous aurez des guerres permanentes au cas des tensions sur la frontière du Donbass et sur la question du Sud, pas loin de la Crimée. C'est la crainte notamment des Ukrainiens, des Occidentaux également. Et on rappelle que dans cette région du Donbass, le conflit, effectivement, comme vous le rappeliez à l'instant, dure depuis 8 ans maintenant avec cette première tentative des Russes de conquérir une partie du territoire ukrainien qui a débuté en 2014. On a parlé bien évidemment également de l'annexion de la Crimée. On poursuit la discussion dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de la Minute Info. Un adolescent poignardé dans un lycée à Chelles en Seine-et-Marne. La victime est un jeune homme de 16 ans scolarisé dans l'établissement. Il a été touché par 5 coups de couteau après qu'un individu se soit introduit dans l'enceinte du lycée. Transféré dans un hôpital parisien, son état de santé aurait été stabilisé dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Rennes pour rendre hommage à Marie, victime de féminicide. Cette femme de 45 ans a été tuée par son mari la semaine dernière devant ses 2 enfants. En France, depuis le début de l'année, 39 femmes ont été tuées par les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et puis un accord historique pour Ursula von der Leyen. L'Union européenne a finalisé la nuit dernière une réforme visant les plateformes numériques et en particulier les réseaux sociaux. Le but, mieux lutter contre les appels au meurtre ou les contenus pédopornographiques. De retour sur le plateau de 90 minutes info, on poursuit la discussion autour de ce conflit russo-ukrainien en se focalisant notamment ce matin sur la ville de Mariupol. Ces images d'Ukrainiens enterrant leurs proches à Mariupol sont quasiment quotidiennes dorénavant. Des images satellites prises le 29 mars près de cette ville située à l'est du pays montrent que des tranchées ont été creusées près d'un cimetière. À environ 12 km précisément de Mariupol. Une autre image prise 2 semaines plus tard, le 15 avril, montre que de nouvelles tranchées ont été creusées, tranchées de 40 mètres de long. L'Ukraine estime que des milliers de personnes sont mortes depuis le début du conflit. 120 000 personnes, je le précise, ne peuvent quitter la ville à l'heure actuelle. Est-ce que, je me tourne vers vous, mon général, on peut s'attendre à un bilan humain particulièrement conséquent dans cette ville de Mariupol? Vraisemblablement, vu ce qu'on a découvert dans les autres villes assiégées, ça va être un bilan épouvantable. Sur Mariupol, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut quand même, on va revenir 3 semaines en arrière. 3 semaines en arrière, il y avait 10 000 Ukrainiens qui défendaient Mariupol, il y avait 15 000 Russes qui attaquaient Mariupol. 3 semaines après, on n'est pas passé de 10 000 Ukrainiens à 3 000 Ukrainiens. Donc, si on écoute le maire de Mariupol, il vous explique qu'encore 20% du territoire de Mariupol est tenu par les Ukrainiens, sur une forme diverse et variée. On a vu le port, on a vu l'usine, mais il y a quand même des tireurs embusqués, des groupes embusqués qui font de la guérilla urbaine à l'intérieur de Mariupol. Donc, Mariupol n'est pas tombé. Ou dans les bâtiments, dans les souterrains. Dans les bâtiments, un peu partout. Oui, bien sûr, il y a des combats urbains que les Russes essaient de refuser, mais dans lesquels les Ukrainiens les entraînent, parce que les Ukrainiens, c'est pas compliqué. Soit ils meurent les armes à la main, soit ils vont mourir exécutés par la Russie, ils sont prisonniers. Donc, je veux dire, ils ont plus rien à jouer. Ils vont aller jusqu'au bout dans cette bataille-là. Et leur objectif aux Ukrainiens, c'est de fixer l'armée russe, c'est de fixer les 10 à 15 000 combattants de l'armée russe pour qu'ils évitent de rejoindre les troupes russes qui sont au Donbass, qui sont en quantité insuffisante. Donc c'est vraiment une position stratégique. Mariupol, à la fois, effectivement, c'est la continuité territoriale, mais c'est aussi la volonté des Ukrainiens. Et ça, c'est des ordres de l'état-major. Je pense que ces unités, qui sont des unités combattantes très aguerries, qui sont les unités qui avaient participé à la guerre du Donbass, la première guerre du Donbass, elles vont résister jusqu'à la fin. Et Mariupol n'est pas tombé. Et effectivement, quand Poutine dit Mariupol est une victoire, il travaille pour son opinion publique, il fait sa communication stratégique à son niveau, pour effacer par exemple l'affront, l'humiliation du Moskva qui a été coulé quand même par une marine ukrainienne qui n'a pas de bateau. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. Donc, avec un premier bilan qui a été donné par les Russes. Avec un premier bilan complètement faux. Mais ce bilan est complètement faux. 1 mort et 27 blessés. Moi j'ai vu passer des... On est dans une guerre de l'information également, c'est l'une des batailles. Une dépêche d'un média officiel de la Russie qui restait 15 minutes en ligne, qui a disparu ensuite. C'était plus de 100 morts et 100 disparus. À mon avis, ça me paraît le minimum dans cette affaire-là. On va revenir à ces fausses communes, ces images satellites qui nous sont parvenues grâce aux agences de presse, bien évidemment, et aux forces armées qui continuent d'observer ce qui se passe précisément à Mariupol et proche de cette ville de Mariupol. Là, on est très précisément à 12 km de cette ville. Pourquoi
réaliser ces tranchées, on essaye de cacher des preuves de cette guerre et de ce conflit qui perdure dans cette ville de Mariupol, Denis Kolesnik? Écoutez, déjà je voudrais bien en fait revenir, excusez-moi que je ne réponds pas tout de suite sur vous pouvez. Je voudrais bien justement revenir à la question de la communication et des tentatives par la Russie de diminuer énormément les pertes. Et moi en fait je pars du principe On n'a plus de bilan qui est donné de la part des Russes depuis le 29 mars dernier. En fait, je voudrais bien revenir au bilan et aux chiffres qui ont été donnés par les Ukrainiens, mais pas les chiffres des pertes russes, mais des pertes ukrainiennes. Et à partir de ces moments-là, si les Ukrainiens disent qu'ils ont perdu entre 3 000 et 4 000 soldats morts, cela veut dire que les Russes, ils devaient en perdre au moins 5 fois plus. Et je pense que mon général, il sera d'accord. Plutôt dans les 15 000 que dans les 1 000, oui. Okay. Voilà. Et sur ces fausses communes, pour rebondir sur ces images malheureuses. Écoutez, nous avons vu ce que les Russes ils ont fait à Boutcha et on peut même revenir en fait, à la question historique. On peut aller parler de la Moscovie du XVIe siècle, quand elle a pris Kazagne, le Khanat de Kazagne, il y a eu énormément des morts et des blessés et des atrocités qui ont été commises. Et on sait que les peuples, que la Moscovie à l'époque essayait de subjuguer, c'était quelque part toujours l'élimination du peuple, l'extermination. Donc je pense qu'on est toujours dans cette optique-là. Et d'ailleurs, il faut dire, à mon avis, que la Russie actuelle, qui est héritière de la Moscovie, en fait, ils ont incarné quelque part cette approche qui existait auparavant dans la Horde d'Or. Et donc justement, ces images qu'on voit, les cartes, me font vraiment penser à cette guerre entre la Ruténis, qui est maintenant en Ukraine, et en gros la Horde d'Or et les batailles qui se jouent dans le Donbass. Je veux dire, c'est horrible, c'est atroce, mais il y a quand même un certain parallèle historique qui vient dans ma tête. William T., peut-être également que les Russes ne veulent pas que les Occidentaux se rendent compte de la barbarie peut-être qui est perpétrée sur place avec ces images de Boutcha qui nous étaient parvenues il y a quelques semaines maintenant. En fait, il faut reprendre les premières conférences de presse avant l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine dit qu'il n'est pas en guerre avec l'Ukraine, mais qu'il est là en opération spéciale pour sauver l'Ukraine et notamment les territoires pro-russes d'un gouvernement nazi, etc., de Zelensky. Donc en fait, pour lui, la bataille se joue à la fois en termes de communication publique avec le monde entier pour montrer que ce n'est pas un criminel de guerre, premièrement, et aussi deuxièmement auprès de sa propre population, parce que c'est quand même considéré comme un pays frère. Donc il ne peut pas dire que on n'est pas en opération de guerre, en opération spéciale, et montrer qu'il opère des massacres, etc. Parce que des crimes de guerre, vous en avez tout le temps en cas de guerre. Mais si ce n'est pas une guerre, comment vous expliquez, Vladimir Poutine explique à sa population qu'il y a des crimes de guerre? Ça, c'est le deuxième élément. Et ensuite, après, il y a un troisième point, c'est que Vladimir Poutine, aussi, il y a une question qui est clé, notamment sur la question de l'Ukraine, c'est l'évolution de l'opinion publique ukrainienne par rapport à la Russie et par rapport à l'Union européenne depuis 2014. Quand vous preniez les sondages effectués sur l'Ukraine, en 2014, il y avait à peu près, avant la révolution Place Maïdan, 50-50. 50% qui étaient plutôt tournés vers l'Occident et 50% qui étaient tournés vers les Russes. Depuis les premières révolutions Place Maïdan, vous êtes passé à 65% plutôt du côté occidentaux et ensuite 35% du côté russe. Et la difficulté qui se joue en fait pour Vladimir Poutine, c'est également parler aux Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il doit montrer aux régions pro-russes qu'il est là pour les défendre, pour pas que les régions qui soient annexées par la Russie, avec une population qui a envie de partir de l'autre côté un peu. Et c'est ça le troisième enjeu de Vladimir Poutine. Donc en fait, il doit répondre à ces trois enjeux, mais en même temps, pour prendre les villes dans la mesure où il y a des résistances, il est obligé d'opérer des opérations militaires qui soient limites, c'est-à-dire utiliser des missiles, notamment pour éliminer les premières défenses, parce que sinon il est empêtré dans des guerres de rue auxquelles son armée ne peut pas tenir éternellement. Effectivement, on va revenir. J'ai juste un petit commentaire. En fait, je sens ce que vous venez de dire, que voilà, Poutine il essaye de communiquer aux Ukrainiens. Mais comment est-ce qu'il veut communiquer aux Ukrainiens si, dans sa conception du monde, cette nation, ce peuple, ces pays n'existent tout simplement pas? Donc comment est-ce qu'il peut communiquer à cette population? Donc en fait, pour lui, il s'agit comment on peut dire, de détruire justement, de subjuguer l'Ukraine, détruire ses pays, détruire ses nations. Donc je veux dire, comment est-ce qu'il peut communiquer aux Ukrainiens? Parce que pour lui, il y a des bons Ukrainiens, entre guillemets, donc ceux qui soutiennent la Russie, et les autres ne sont pas des Ukrainiens. Et d'où du coup, le fait, deuxième chose, c'est que la Russie n'est pas quelque part en guerre tout simplement contre l'Ukraine, mais l'Ukraine incarne l'Occident pour la Russie, même si l'on ne le veut pas. Et première confrontation entre la Russie et l'Occident a eu lieu en fait à Slatina en 1999. Et mon général, je pense que vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé là-bas. Et en fait, on voit qu'à partir de 1999, on est toujours dans cette optique où la Russie essaye de se confronter à l'Occident. Si on lit des doctrines russes, c'est marqué clairement que la Russie lutte contre la westernisation, ce qu'elle appelle du monde, etc. Donc on est
carrément dans la lutte des civilisations, là. On poursuit la discussion dans un instant, après une très courte coupure pub. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de 90 minutes info, émission toujours consacrée à ce conflit russo-ukrainien qui entre maintenant dans son 3e mois. Nous allons faire d'ici 1 minute un point complet sur les offensives russes qui ont lieu au sud du pays pour tenter de contrôler le littoral au sud donc de l'Ukraine. Mais avant cela, c'est l'heure de la Minute Info. L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Dans un communiqué, la haut-commissaire aux droits de l'homme a déclaré que lors de ces 8 dernières semaines, le droit humanitaire international n'avait pas seulement été ignoré, mais qu'il avait tout simplement été jeté par-dessus bord. L'ONU dénonce aussi les bombardements russes sur des zones peuplées, tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et des écoles. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi. Un suspect a été mis en examen. Les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste qui purge actuellement une peine de prison pour viol. En 2007, la fillette avait disparu à Praia da Luz au Portugal où elle passait des vacances avec ses parents. Sa photo avait fait le tour du monde. Et puis la nuit dernière, le carnaval de Rio était de retour après 2 années d'absence liées à la Covid-19. Rio de Janeiro qui a renoué avec ses défilés de costumes majestueux, de plumes et de paillettes. Cette année, le thème choisi par les écoles de Samba est la lutte contre le racisme. De retour sur le plateau de 90 minutes info, Moscou a annoncé hier viser le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass afin d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée. Nous allons nous focaliser avec vous, Harold Iman, sur la situation au sud du pays. Expliquez-nous concrètement ce qui se passe sur ce littoral ukrainien. Voici le littoral de la mer d'Azov qui est déjà entre les mains russes. Et on parle de Mariupol, la ville assiégée. On voit en rose le territoire qui est ukrainien, qui est actuellement contrôlé par les forces russes. C'est le territoire qui a été conquis donc depuis le 24 février. Conquis, c'est un grand mot, occupé, parce qu'il y a beaucoup d'activités anti-russes derrière les lignes. Il y a une poche même ici. Donc, si on parle de Mariupol, qui est dans le Donbass, et on se projette sur la Crimée, qui a été annexée en 2014 par la Russie, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un corridor terrestre. C'est le fameux couloir. Voilà. Qu'il souhaite faire. Que le haut commandement russe voudrait établir, parce que pour l'instant, pour acheminer des produits en Crimée, il faut faire le tour ici, et il y a un pont de Kerch. Donc, pour ne pas avoir à faire cette espèce de grosse boucle, ce passage-là serait beaucoup plus rapide. Et tant qu'on y est, l'état-major a indiqué que ça serait bien de continuer jusqu'à la jonction avec la Transnistrie. À Odessa. Alors, prendre Odessa. Au niveau d'Odessa. Et faire une jonction avec cette étrange tâche. C'est-à-dire que le couloir, il souhaite le réaliser de Mariupol jusqu'à la Crimée et aller vers Odessa, puis la Transnistrie. Voilà. La Transnistrie, ce sont des garnisons soviétiques qui n'ont jamais été démantelées et qui fonctionnent maintenant avec l'armée russe. Mais ils sont actuellement bloqués à Mariupol. Ils ne sont pas bloqués, ils peuvent le contourner. C'est un siège désespéré. Donc on peut encore bouger par ici. Mais là, c'est la clé. Là, ça bloque, Mykolaïev. Là, l'armée ukrainienne bloque très efficacement. Et comment peuvent-ils opérer pour contrôler l'ensemble du littoral ? Alors, ils aimeraient bien, ils auraient bien aimé débarquer d'Odessa, mais voilà que déjà, en mars, le 24 mars, à Berdiansk, 3 navires ont été endommagés. Hein, ils mouillaient en rade de Berdiansk. Il y en a un qui a été complètement mis HS. Et le 12 avril, la Moskva a été coulée dans cette mer Noire. Et cette mer Noire, dont la grande flotte russe est basée là à Sébastopol, eh bien, elle ne peut pas être réapprovisionnée depuis la flotte méditerranéenne qui est au large de la Syrie. Si on peut voir la mer Noire tout entière, on comprendra tout à fait si on a cette carte-là de toute la zone. En tout cas, aucun navire russe n'a pu quitter Tartous, ici, et passer par les détroits. Car la Turquie a le droit de passage. Elle dit qui passe et qui ne passe pas. C'est la Turquie qui bloque les navires russes ? Oui, mais c'est un traité international, les accords de Montreux, qui lui donne ce droit de dire non, vous ne passez pas si vous êtes un belligérant. Donc ils ont décidé que les Russes étaient des belligérants et que le reste de l'OTAN aussi ne peut pas passer.
Il n'y a que la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie qui ont leur flotte normale. Mais on ne peut pas envoyer la flotte italienne, la flotte française, la flotte britannique, comme ça, en mer Noire, ni les Russes. Donc on a une guerre réduite navale ici et la flotte russe n'a pas réussi à avoir, je dirais, la masse suffisante pour débarquer sur Odessa et compléter cette espèce de jonction dont parlait le général. Effectivement, et c'est pour cela que nous sommes actuellement dans ce qu'on peut qualifier de guerre d'usure, dont les premières victimes sont la population ukrainienne. Les bombardements qui s'intensifient dans le sud-est de l'Ukraine, notamment autour de la ville de Zaporijjia, coinçant certains habitants. Vous allez le voir très clairement dans ce reportage signé Mathilde Moreau entre les deux camps, les Russes et les Ukrainiens. En constatant les dégâts, Tania évoque un miracle. Dimanche, elle faisait la vaisselle avec sa fille d'une vingtaine d'années lorsqu'une roquette est tombée dans sa cuisine. Ces énormes morceaux de métal étaient si lourds. Je ne sais pas comment on n'a pas été tués. Depuis quelques jours, les missiles pleuvent au-dessus de son village, coincé entre les deux camps ukrainiens et russes. Désormais, Tania et sa famille ne veulent plus prendre de risques. Il y a de plus en plus de bombardements. Alors on écoute et si on entend une roquette qui approche, on arrête tout et on va à la cave. On y reste sans rien faire jusqu'à ce que ce soit à nouveau calme. Mais impossible selon eux de quitter leur terre. Ils n'ont pas les moyens de fuir. Ils doivent donc apprendre à vivre avec au loin le bruit incessant des bombardements. Toujours sur ce plateau, Caroline Pilas, chronique Sud Radio, à vos côtés Denis Kolesnik, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. William T, vous êtes également avec nous, président du think tank Le Millénaire, et Bruno Clermont, général de corps aérien. On a vu que les Russes souhaitent contrôler le sud de l'Ukraine, couper notamment l'accès à la mer et par conséquent, ils souhaitent stopper les approvisionnements qui sont réalisés grâce à cette connexion avec la mer Noire notamment, monsieur le général. Alors, le blocus de la mer Noire, c'est la stratégie à long terme pour priver l'Ukraine de débouchés commerciaux. Et donc, c'est vraiment une manière d'asphyxier l'Ukraine parce qu'elle a besoin de la mer Noire pour faire passer tous les matériels. C'est vital pour le pays ? C'est vital pour le pays, absolument. Je pense que c'est pour ça que la bataille d'Odessa, elle n'a pas commencé, mais elle va être très très dure celle-là, si jamais elle commence un jour. Donc c'est vital, l'accès à la mer, elle est vital pour l'Ukraine. Ce qui resterait, alors on va parler au conditionnel, de l'Ukraine, une fois que la Russie aurait récupéré une partie, la partie qu'on pourrait appeler l'Ukraine utile, du point de vue, ou le minimum de ce qui pourrait ressembler à une victoire pour Vladimir Poutine, c'est-à-dire le Donbass, Mariupol, et puis aller le plus loin possible vers Odessa, ou aller pas vers Odessa, c'est la question. Donc c'est effectivement stratégique. Donc les Ukrainiens vont se battre pour protéger cette partie du territoire. Caroline Pilas, on est clairement entré dans une guerre d'usure à présent. Complètement, mais quelle abomination pour cette population qui essaye de résister un maximum, quel courage de la part et qui est parfois coincée entre deux feux. Mais bien sûr, évidemment, parce que c'est quand même leurs frères, les Russes. Voilà, vous avez des pros, enfin les russophones comme vous le disiez tout à l'heure, et ceux qui veulent continuer malgré tout à exister, à être indépendants, à être souverainistes dans leur propre pays. Et on sait très bien que Poutine, de toute manière, justifie cette guerre en termes de propagande, parce qu'il ne fait que ça vis-à-vis de la communication, en disant, mais vous voyez, l'OTAN, l'UE n'a pas respecté les accords de Minsk en 2014, donc ça me donne le droit, ça me dédouane en quelque sorte de pouvoir être dans cette invasion de l'Ukraine. Mais cette population, on voyait le témoignage de cette femme, évidemment que vous avez beaucoup d'Ukrainiens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou parce qu'ils n'ont pas de pied-à-terre, de famille en Europe, donc ils veulent conserver un maximum leurs biens et ça s'entend, et puis se battre pour leur pays, parce que ces gens-là veulent rester, veulent reconstruire par la suite ce pays qui est en train d'être rasé, dont Poutine est en train de faire table rase. Et qu'est-ce qu'il fait justement s'il empêche les bateaux de parvenir au niveau des importations? Il va les affamer, comme je disais tout à l'heure. Il veut les tuer à petit feu. Et ce que je trouve personnellement très paradoxal et hypocrite de la part de l'OTAN et de l'UE, c'est qu'on essaye de les aider au maximum, mais on sait très bien que nous ne sommes pas bombardés, donc nous ne pouvons pas agir en tant que tels. Donc jusqu'à quand est-ce que cela va durer, même si on leur envoie des armes, on essaye de les aider autant que possible militairement. On verra tout à l'heure que la France procède dorénavant à l'envoi d'armes conséquentes, d'armes lourdes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais à l'arrivée, ces gens-là
quotidiennement sont en train de mourir. On voit les images des charniers. Il y en a eu un encore récemment, tout à l'heure. Donc justement, on se demande jusqu'à quand ça va aller. Et on a montré ces images qui sont projetées actuellement sur votre écran, ces images qui nous proviennent d'une ville proche de Mariupol avec des tranchées de 40 mètres de long qui ont été tracées pour pouvoir potentiellement dissimuler les crimes qui sont commis actuellement par les Russes. C'est la stratégie de Vladimir Poutine, à défaut d'avoir pu réaliser la guerre éclair, même si on ne sait pas, bien évidemment, si c'était l'objectif premier du chef donc de la Russie. Il pense gagner ce conflit par une guerre d'usure dans le temps. William T. Il y a plusieurs points. Sur la question de la guerre d'usure, la difficulté, c'est est-ce que son armée est capable de tenir aussi longtemps que ça? Parce qu'il faut prendre deux configurations sous le cas de Poutine. S'il reste toujours en opération spéciale, il peut mobiliser à peu près entre 200 000 et 250 000 hommes. Si par cas, vous avez un changement de communication de la part de l'état-major russe, il est capable d'appeler à la mobilisation générale au moment où il déclarera la guerre avec l'Ukraine. Et là, c'est plus de 250 000 hommes, mais il peut passer jusqu'à 600 000, voire 700 000 hommes. Tant qu'il n'a pas mis cet élément de langage, enfin cet élément, donc, du coup, une déclaration de guerre, il ne peut pas mobiliser son effectif et donc du coup les effectifs de réserve. Donc là, on verra en fait s'il fera la guerre d'usure ou pas. Si par cas il passe sur ce conflit-là, vraisemblablement, il cherchera à prendre plus de territoire. Là, pour l'instant, ce qu'il cherche à faire surtout, c'est consolider ses positions au regard des forces qu'il a actuellement. Dans la mesure où il a commencé environ avec 150 000, 200 000 hommes, avec un certain effectif et un certain nombre de matériel, et aussi un ravitaillement qui était prévu du coup pour cela. Et par rapport à ces effectifs, il se concentre sur le Donbass et sur le sud. On verra si par cas, au moment où il conquiert Mariupol et à partir du moment où passe la date du 9 mai, si par cas il fait évoluer ses objectifs. Et c'est en fait qu'à partir de ce moment-là, on est capable d'évaluer. En fait, ce que fait Vladimir Poutine, vraisemblablement, c'est, je me rappelle de la stratégie un peu de Napoléon Bonaparte, c'était vous vous placez à un endroit et vous regardez toujours pour avoir plusieurs options possibles. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à analyser les intentions de Poutine. Il est toujours dans la situation où il a toujours le choix de faire quelque chose. Il peut aujourd'hui arrêter la guerre et négocier un cessez-le-feu avec l'Ukraine s'il obtient des contreparties comme la neutralisation de l'Ukraine et donc la non-entrée dans l'OTAN, comme il peut repartir à la guerre dans 1 an, 2 ans, au moment où il aura reconstitué ses effectifs, tout comme il peut élargir son conflit et conquérir tout le sud jusqu'à Odessa. Donc en fait, Vladimir Poutine aujourd'hui a plusieurs options et je pense qu'en fait il se garde la liberté de choix, mais tout en gardant un seul point en tête, c'est la neutralisation de l'Ukraine pour protéger la Russie, parce qu'il y a un point qui est très important sur la question russe, c'est que vous avez deux voies d'accès terrestres à la Russie pour attaquer la Russie. vous avez la frontière nord qui arrive vers Saint-Pétersbourg et Moscou, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la frontière sud qui passe par le Caucase. Côté finlandais. Voilà. Et la frontière sud par le Caucase, pourquoi est-ce qu'elle est très importante? C'est l'endroit où les Allemands avaient attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale Stalingrad. Et en fait, il doit protéger cette zone parce que c'est une des zones où il a le plus de matières premières, qui est vitale pour son économie. Et donc, du coup, son objectif, c'est toujours de protéger cette zone. Il faut toujours garder ça en tête lorsqu'on analyse les intentions de Vladimir Poutine. Avec, on le voit très clairement sur cette carte, et Harold Iman nous l'a expliqué tout à l'heure, cette volonté de Vladimir Poutine de conquérir bien évidemment la ville de Mariupol, où les combats ne cessent maintenant depuis plusieurs jours, afin de créer un couloir vers la Crimée, et puis de créer ensuite, en tentant de conquérir l'ensemble du littoral ukrainien, un couloir de la Crimée vers la Transnistrie. Donc, dans ce contexte, la Moldavie a convoqué l'ambassadeur de Russie pour protester contre les déclarations d'un général justement russe qui affirmait que Moscou voulait prendre le contrôle de l'ensemble de ce littoral. Vladimir Poutine, est-ce qu'il pourrait aller plus loin, conquérir potentiellement, je pose la question à l'ensemble des invités qui sont sur ce plateau, d'autres régions comme cette région séparatiste moldave qu'est la Transnistrie? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. L'analyse est excellente. Poutine a un joker dans la Manche. Il a un énorme joker. Le joker, c'est de passer de l'opération spéciale à la déclaration de guerre. Donc de passer d'une armée professionnelle qui fait une opération à la mobilisation générale en Russie. Et là, on rentre dans la guerre. Là, pour l'instant, on est vraiment en opération. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. C'est violent, il y a beaucoup de morts, c'est terrible, c'est épouvantable, mais ce n'est pas la guerre pour les Russes. C'est une opération spéciale. Il peut passer au niveau de la guerre. Donc ça, il faut toujours garder en tête qu'il a ce joker. Et ce joker, il pourra l'utiliser peut-être de la même manière qu'il utiliserait une arme nucléaire tactique. Et là, effectivement, on changerait de dimension. Sur l'affaire de... Et ce qui a été dit est très juste, c'est que Poutine, il n'est pas fou, c'est un pragmatique. Il est en colère, il est insupportable, il est isolé, mais il n'est pas fou. En fait, c'est le terrain qui va déterminer jusqu'où il va aller. Donc ce sont les généraux, c'est la bataille qui va dire à quel moment je considère que j'ai assez capitalisé, que j'ai trouvé un équilibre pour dire j'annexe cette partie de l'Ukraine, ou en tout cas, maintenant elle est à moi, soit je m'arrête définitivement, soit je reprendrai les combats plus tard.
La vraie question qui se pose, et vous l'avez dit, c'est qu'est-ce qui va se passer du statut du reste de l'Ukraine? Et pour Poutine, effectivement, il ne faut pas que ce reste de l'Ukraine rentre dans l'UE, rentre dans l'OTAN. Donc il va falloir le neutraliser. Donc la question de la neutralisation du statut de ce qui resterait de l'Ukraine va être également un point essentiel dans les négociations qui vont peser sur où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je continue. Je pense que pour l'instant, c'est une demande non négociable de la part des Russes. C'est non négociable de la part des Russes, mais ça a été évoqué plusieurs fois par le président Zelensky. Évidemment, c'est la tactique. Il faut pas, chacun joue sa partition. Mais vraiment, c'est cet équilibre entre les gains territoriaux et le statut restant de ce qui resterait de l'Ukraine. Et c'est un équilibre très compliqué à trouver. Et Nicolas Snik, on est entré dans une guerre d'usure avec, on le voit bien, des tentatives de part et d'autre de négocier. Donc en fait, je ne peux pas parler ni pour les Ukrainiens ni pour l'Ukraine, mais ce que je peux dire, c'est que pour les Ukrainiens, c'est la guerre des survies. Donc en fait, s'ils perdent, quel que soit, qu'est-ce qu'on met dans ces mots? Enfin, ça dépend. Pour les Russes, la victoire, ça peut être une chose. Pour les Ukrainiens, la perte, ça peut être une chose ou une autre chose. Mais ce qui est important à dire, c'est que si les Russes réussissent à achever leur but, d'abord, par exemple, couper le Donbass ou couper l'accès à littoral, justement, ce qui était expliqué, que c'est très important pour l'exportation et l'importation ukrainienne. D'ailleurs, je veux bien revenir dans les années 2000, et ça c'est très intéressant parce que déjà dans les années 2000, les Russes, ils publiaient des cartes où il y avait 3 Ukraines. Donc il y avait le sud-est de l'Ukraine actuelle qui était entre guillemets russe. Donc les Russes, donc la région du Donbass, autour de Mariupol, Odessa, etc. Puis il y avait l'Ukraine centrale, c'était l'Ukraine, mais c'était un giron russe. Et puis il y avait l'Ukraine de l'Ouest, qui était quelque part soit une zone grise, soit faisait partie de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et donc à mon avis, on n'est pas vraiment très loin de cette idée, parce qu'encore une fois, il faut le dire que pour les Russes, pour les Ukrainiens, ils comprennent très très bien. Ils ont vécu dans l'URSS, ils savent qu'est-ce que c'est la domination de la Russie. Ils l'ont connu encore plus tôt. C'est une époque récente, on parle parfois de l'URSS comme si c'était il y a des décennies et des décennies, c'était il y a très récemment. Et les Polonais d'ailleurs, et les Finlandais, ils se souviennent de ce qui c'était l'Empire russe par exemple. Donc ils comprennent très très bien, s'ils ne réussissent pas à préserver leur indépendance, il y aura des choses très 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 mauvaises qui vont se passer pour eux. Ils comprennent que ni l'ONU ni personne d'autre ne va pas les aider. Et ça, c'est un grand enjeu pour les Ukrainiens. Et à mon avis, c'est pour cela aussi qu'ils se battent de cette façon, comme si c'était le dernier jour. Effectivement, lorsque Vladimir Poutine s'exprime lors de ses différentes allocutions, il parle parfois d'empire russe dans le contexte donc de ce conflit russo-ukrainien qui continue. On poursuit la discussion dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de la Minute Info. En Pologne, 10 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon. Selon la compagnie, une secousse se serait produite cette nuit à 900 mètres de profondeur. Il y aurait ensuite eu une importante fuite de méthane. Il s'agit du 2e accident en 4 jours dans une mine en Pologne. Mercredi, un coup de grisou avait provoqué la mort de 5 personnes. Au moins 4 personnes ont été blessées hier lors d'une fusillade dans le nord-ouest de Washington. Les équipes d'urgence et les forces de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux et les autorités ont demandé aux habitants de la région de rester chez eux. L'université du district de Columbia, située à proximité, s'est également mise en quarantaine. Et puis, début des vacances de printemps pour la zone C, la dernière à partir cette année. Et sur les routes, selon Bison Futé, c'est vert dans le sens des départs et des retours ce samedi. Demain, ce sera orange en Ile-de-France dans le sens des départs et vert sur tout le territoire dans le sens des retours. A noter que ce week-end, toute la France est en vacances. Les élèves de la zone B reprennent l'école lundi. Avant de nous arrêter sur cette décision de la part de la France de livrer dorénavant des armes lourdes à l'Ukraine, je souhaitais que nous abordions la question, et on en parlait tout à l'heure, des négociations actuellement entre les Russes et les Ukrainiens et sur la stratégie à adopter pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit se rendre à Moscou mardi pour y rencontrer le président russe, mais également son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le secrétaire général des Nations Unies, qui espère parler de ce qui peut être fait pour ramener la paix en Ukraine de toute urgence. Il faut maintenir le dialogue actuellement avec Vladimir Poutine, même si ce dialogue est particulièrement compliqué. Caroline Pilastre. Oui, moi je l'ai toujours dit, je pense que de toute manière ça fait partie de la diplomatie, c'est de la géopolitique, même si il ne fait pas ce qu'il dit depuis le départ. Et mon général, pour en revenir à votre analyse sur sa psychologie, bien évidemment que de son point de vue, il est très cohérent, tout ce qu'il fait c'est du concret, du pragmatisme, mais pour nous,
pardonnez-moi, mais c'est un autocrate qui est borderline. Non, je n'ai pas dit le contraire. Voilà, non, mais c'était juste pour répondre de notre point de vue et du sien. Et c'est justement toute l'ambivalence qu'il y a entre les Russes et le reste de l'Occident. Mais bien évidemment, pour en revenir, pardon, je ne me souviens plus du coup de votre question. Est-ce qu'il faut maintenir le dialogue qui est complexe avec Vladimir Poutine? De toute manière, il vaut mieux être dans une espèce de communication pour essayer d'arriver à un cessez-le-feu le plus rapidement possible au vu de ces images et de tout ce que vit ce peuple ukrainien et potentiellement nous par la suite, parce que nous commençons à avoir des répercussions. Alors évidemment, pas au même niveau que la guerre à proprement parler, mais on parle régulièrement du gaz, du pétrole, de l'hyperinflation sur les aliments, sur l'huile de tournesol. Voilà, donc quoi qu'il en soit, cette guerre est en train de se répercuter dans nos vies à un moindre niveau, évidemment. Je le redis que les Ukrainiens, et je fais bien la part des choses, mais oui, la communication est primordiale. Et pour le coup, je trouve que le gouvernement, depuis le départ, fait un bon travail. Et il vaut mieux, de toute manière, essayer de discuter avec ses ennemis qu'avec ses amis. Parce que vous imaginez le jour où M. Poutine coupera toute communication, mais là, on sera complètement perdu parce que on avancera à l'aveugle. Effectivement, le président du Conseil européen, Charles Michel, pour aborder cette question de la communication entre les différents dirigeants, a estimé que Vladimir Poutine devait s'entretenir de toute urgence avec Volodymyr Zelensky afin de tenter de négocier. Est-ce que c'est possible d'aboutir à des négociations entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, lorsque l'on a vu ces dernières semaines qu'ils n'échangeaient pas ou qu'ils échangeaient via la France, par exemple, qui était l'interlocuteur des deux parties, en général? Mais quand on regarde l'histoire du monde, il n'y a pas une guerre qui ne s'est pas terminée par un traité. Donc il y aura forcément une négociation et un accord de paix ou un accord à la fin de cette guerre. La question, c'est quand ? Donc il faut le préparer, donc il faut maintenir les canaux diplomatiques à différents niveaux. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Heureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui se passent, qui sont importantes. Maintenant, il ne faut pas perdre de tête l'idée que Poutine, ce qui l'intéresse, c'est Biden. Hein. C'est avec Biden qu'il veut dealer, c'est pas avec les autres. Alors les autres, c'est bien, ça prépare le terrain, ça fait une agitation indispensable. Mais vraiment, c'est un rapport de force avec Biden. La Russie fait la guerre à l'OTAN par Ukraine interposée. C'est l'état d'esprit de Poutine, il est comme ça, c'est pas nous qui décidons de la façon dont il est. Donc il est dans un rapport de puissance entre la Russie et les États-Unis. Lorsqu'on voit que le président américain a utilisé parfois des termes c'est clairement pas le moment. Mais à la fin, ça se terminera comme ça. Mais ce n'est pas le moment. Et je termine, je laisse la parole, avec l'intermédiation d'Erdogan, qui se trouve être le plus solide pour être capable d'amener les gens à une table de négociation, parce que lui, il joue sur tous les tableaux. Là. C'est le grand gagnant de cette guerre, c'est Erdogan. Effectivement, on l'a vu, Denis Kolesnik. Est-ce qu'il est possible, à l'heure actuelle, on l'a vu à l'instant avec mon général, que c'est complexe, d'aboutir à des négociations, à mettre autour de la table Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, peut-être Joe Biden, le président américain? Déjà, justement, chaque guerre se termine par un traité ou par la paix, de toute façon. Mais il faut aussi distinguer la communication et les négociations. Donc, dès le premier jour, il y a eu déjà des négociations entre les Ukrainiens et les Russes, notamment sur les questions humanitaires. Donc ça, c'est un trait, on va dire ça comme ça. Donc, deuxième chose, est-ce que les deux parties sont prêtes à faire des concessions ou faire des compromis? Pour l'instant, on voit que non. Et cela veut dire qu'encore une fois, on revient vers cette guerre ou la bataille pour le Donbass. Oui, et encore une fois, ce n'est pas le moment, comme mon général vient d'évoquer. Ce n'est pas le moment pour l'instant pour que... Et qui a les cartes en main? Vladimir Poutine actuellement? Actuellement, c'est la bataille. Ce sont des soldats, des armes, des canons. Ouais. C'est le temps des canons. Laissons parler les canons, c'est horrible, c'est épouvantable, ça s'appelle la guerre. Préparons les négociations, il y a différentes options, on ne sait pas où Poutine va aller, on voit bien où les Ukrainiens vont aller. Par contre, eux, c'est de pousser les Russes en dehors de l'Ukraine. Est-ce qu'ils y arriveront? C'est plutôt du côté de Poutine qui a l'incertitude, donc il faut penser à l'après, mais c'est vraiment le temps des canons, pas le temps des diplomates. On parlera justement en abordant ce temps des canons, malheureusement, cette question autour de la livraison d'armes lourdes dorénavant de la part de la France en direction de l'Ukraine. Jusqu'à présent, notre pays était avec l'Allemagne l'un des rares pays de l'OTAN à ne pas livrer d'armes lourdes aux Ukrainiens. Dans quelques jours, la France livrera notamment, on verra très précisément de quels canons il s'agit, à des canons César d'une portée de 40 km qui ont été utilisés, il me semble, en Irak et en Syrie, notamment contre Daesh. Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant, mon général, après une très courte coupure pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau de 90 minutes info, avant d'aborder cette question de la livraison d'armes lourdes effectuée dorénavant par la France en direction des Ukrainiens. C'est l'heure de votre Minute Info. Un adolescent poignardé dans un lycée HL en Seine-et-Marne. La victime est un jeune homme de 16 ans, scolarisé dans l'établissement. Il a été touché par 5 coups de couteau après qu'un individu se soit introduit dans l'enceinte du lycée. Transféré dans un hôpital parisien, son état de santé aurait été stabilisé dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Rennes pour rendre hommage à Marie, victime de féminicide. Cette femme de 45 ans a été tuée par son mari la semaine dernière devant ses 2 enfants. En France, depuis le début de l'année, 39 femmes ont été tuées par les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et puis football, les Parisiens ne sont plus qu'à 1 point du titre. Un match nul leur suffira donc ce soir face à Lens. Match à 21h dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Le PSG vise son 10e titre de champion de France, record détenu jusqu'ici par les Verts de Saint-Etienne. Je le disais à l'instant, la France assume dorénavant la livraison d'armes lourdes en direction de l'Ukraine pour tenter d'aider les forces ukrainiennes à repousser les offensives russes. Jusqu'à présent, notre pays était avec l'Allemagne l'un des rares pays de l'OTAN à ne pas avoir livré d'armes lourdes. Dans quelques jours, la France livrera donc des canons César d'une portée de 40 km. Nous allons voir ces canons César, précisément de quoi il s'agit. Vous allez nous expliquer, vous les voyez, ces canons César, précisément. Quelle est leur utilisation? Quand est-ce qu'ils ont déjà été utilisés par les forces françaises, mon général? Et à quoi pourraient-ils servir dans ce conflit russo-ukrainien? Alors c'est une décision très importante. Je pense qu'il faut prendre la mesure. Vous l'avez rappelé. On va revenir sur du point de vue politique avant de l'explication sur ce système d'armes très particulier. La France et l'Allemagne étaient quand même mis sous pression par Zelensky depuis plusieurs semaines sur 2 thèmes. Vous n'en faites pas assez et c'est à cause de vous qu'on n'est pas dans l'OTAN. Bon. Donc on a compris qu'on avait de la pression. Donc la pression, visiblement, elle se portait sur le niveau des armes qu'on donnait. Le président a annoncé la somme de 100 millions d'euros, je crois, il y a quelques jours. Et hier, à l'occasion d'un déplacement, il annonce un peu de manière très légère, mais quand même une information importante, c'est qu'on livre des canons César. C'est-à-dire qu'on livre des canons César, on rejoint le camp de ceux qui livrent des armes lourdes, après avoir été très prudent. J'expliquerai pourquoi maintenant on peut le faire, avant on ne peut pas le faire. Alors maintenant on va revenir sur le... Et là on se dissocie de l'Allemagne. Le seul pays aujourd'hui qui reste en retrait par rapport à la livraison d'armes lourdes, c'est l'Allemagne. Le seul pays qui reste en retrait par rapport à la coupure du gaz, c'est l'Allemagne. Donc il va y avoir une pression sur l'Allemagne et qu'on voit une petite dissociation du couple franco-allemand. Alors je ferme la parenthèse politique et je reviens dans le domaine militaire. Le canon César, c'est le top des canons. César, ça veut dire, je vérifie mes notes, ça veut dire camion équipé d'un système d'artillerie. Voilà, c'est un acronyme. Donc l'intérêt du canon César, c'est un canon de 155 mm, qui est l'un des plus puissants et un des plus modernes de sa catégorie, qui porte entre 40 et 55 km et qui est surtout automoteur, c'est-à-dire il est sur un véhicule. Donc, et ça, les Américains ne l'ont pas, les Russes en ont beaucoup, mais les Américains ne l'ont pas. C'est la différence avec le M777 qui a été livré par les Américains. Bon, donc ils se déplacent. C'est quoi l'intérêt de se déplacer? L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, vous balancez vos obus, là, vous en balancez 6 ou 8 en 1 minute 30, et ensuite, une fois que vous avez tiré, les autres savent où vous êtes, il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière d'avoir un système extrêmement efficace, extrêmement précis, et qui répond aux besoins des Ukrainiens. Il ne sera sans doute pas donné en grande quantité, parce qu'on n'en a pas l'armée française en a 77, ce n'est pas des quantités astronomiques, mais par contre, il y en a qui sont vendus à l'export, donc il y a peut-être moyen de trouver des arrangements. Et il va y avoir des Ukrainiens qui vont également être formés en France. Maintenant, je termine sur l'affaire de cet avion. Ce canon, pardon. Il a été utilisé pour la première fois en Afghanistan en 2008 par l'excellent régiment, le 11e régiment d'artillerie de marine. Un message à ceux qui nous écoutent. Et fabriqué par l'excellent industriel Nexter aussi, pour ceux qui nous écoutent. Nous avons d'excellents industriels de la défense en France, je pense qu'il faut le rappeler. Et c'est un atout majeur pour notre économie. Je reviens donc à l'usage Afghanistan en 2008. Ensuite, elle a été utilisée entre 2016 et 2019 par l'armée française en Irak, en particulier dans la bataille de Mossoul. Et donc, c'est effectivement, il faut une formation. Et là, la question de la formation, c'est particulier parce que quand on écoute les Américains parler de la formation, en général, ils disent oui, on les forme, on ne va pas vous dire où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Et là, à la différence, on a commencé à dire on va les former. Et pour former des opérateurs de canons César, les 40 qui ont été annoncés, il faut les amener là où on les forme.
Et là où on les forme, alors on peut les former à la frontière polonaise, mais on peut les former en France aussi. Donc je ne sais pas où vont être formés, mais par contre l'école de formation... Ils seront formés, mais on ne sait pas précisément... Alors moi je ne sais pas précisément où c'est, mais l'école de formation des artilleurs est à Draguignan, où il y a des simulateurs, et en particulier il y a un chantier de Camp Juers, où non seulement on peut les former, mais on peut faire des démonstrations de tir réel pour qu'ils vraiment ils apprennent à s'en servir. Et ça peut se faire indépendamment ou en parallèle de la mise en place des canons en Ukraine qui a sans doute déjà commencé. William T, comment interpréter cette évolution de la position de la France, de ne pas décider jusqu'à présent de livrer des armes lourdes pour ne pas passer pour un co-belligérant et dorénavant de faire évoluer cette position pour soutenir l'armée ukrainienne qui fait face donc à l'armée russe? Il y a un point, c'est qu'en fait, la France et l'Allemagne étaient garants de l'accord de Minsk. Donc du coup, ils ne pouvaient pas soutenir militairement l'Ukraine au risque de passer pour un co-belligérant si par cas ils voulaient se poser en question de médiateur. Je pense que l'élément clé qui a changé, c'est le fait que ce soit la Turquie qui soit posée davantage en médiateur plutôt que la France et l'Allemagne. Enfin, même si l'Allemagne, il y a d'autres raisons. Mais donc du coup, ça conduit la France et le gouvernement français à soutenir militairement l'Ukraine. Je pense qu'il y a un deuxième élément aussi, c'est-à-dire qu'il y a la question des massacres, et notamment le fait que Zelensky parle à l'opinion publique des pays occidentaux et européens. Parce qu'en fait, Zelensky fait à peu près la même tactique que Winston Churchill dans les années 30 et 40. Sa tactique, c'est en gros de dire « je suis attaqué, je suis le seul assiégé, je suis le héros de la démocratie libérale et de notre modèle, donc je parle aux peuples occidentaux, et ces peuples occidentaux font pression sur leur gouvernement pour les conduire à agir. Vous avez une pression de l'opinion publique de la part extérieure de Zelensky et même en interne pour agir. En fait, vous avez des manifestations en disant qu'il faut soutenir l'Ukraine plus activement, etc. Ce qui les conduit à agir, ce qui conduit les gouvernements à agir. Après, il y a un troisième élément aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez la situation militaire, il y a aussi le fait qu'au départ, on pensait légitimement que la Russie avait un avantage militaire important, alors que là, on peut se dire que la livraison d'armes peut permettre d'équilibrer les forces et d'enliser la Russie. Et le fait que la Russie puisse s'enliser conduise à amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Et je pense que c'est ces trois éléments qui ont fait changer la position française. On va écouter justement sur cette question le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, nous avons accordé une attention maximale pour doter nos militaires de toutes les armes nécessaires. C'est la mission première de notre État et je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui nous ont finalement entendus et qui nous fournissent exactement ce que nous avons demandé. Car nous sommes certains qu'avec ces armes, nous pourrons sauver la vie de milliers de personnes. L'action de Volodymyr Zelensky à l'égard des Occidentaux a fonctionné. Elle a payé. Elle a payé. Il est très fort. Est-ce que ça ne va pas être perçu comme une provocation de plus C'est le risque, cher Olivier Pilastre. Je répondrai à cette question. On peut y aller, on peut parler. D'accord, pardon. Oui, bien évidemment, vous avez la parole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Elie sur les trois raisons. Elles sont fondamentales et c'est les trois qui font qu'on en est arrivé là. Je pense qu'il y a un point très important, c'est qu'on a pris la mesure de ce que la Russie n'était plus l'URSS. Et que d'ailleurs Poutine croyait qu'il avait les forces de l'URSS, il n'a pas du tout les forces de l'URSS. Donc la crainte qu'on avait d'une escalade du conflit, d'un engagement et même des provocations de la Russie, elle est en train de disparaître parce que Poutine, qui est un réaliste autocrate et dictateur, il a quand même compris qu'il n'avait plus l'armée soviétique. Et donc il sait bien qu'avec ses 150 000 hommes, sauf à faire la mobilisation, ce qui n'est pas d'altitude, il ne va pas pouvoir gagner la bataille, surtout si l'OTAN s'en mêle. Donc aujourd'hui, ça donne aussi un petit peu de courage aux dirigeants occidentaux pour dire finalement, on va rééquilibrer le rapport de force en donnant des armes lourdes. Donc, et sur la question des co-belligérants, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Poutine qui décide. Et il y a très longtemps qu'il a décidé qu'on était co-belligérants. Ce n'est pas un problème de juriste bruxellois. Ça ne changera rien, cette décision de la France. Moi, ça ne changera rien. C'est simplement une discussion au sein des Occidentaux pour se faire plaisir. L'important, c'est qu'est-ce que pense Poutine. Poutine, il pense qu'on lui fait la guerre, par l'intermédiaire de l'Ukraine. Donc après, est-ce que ça va entraîner un engrenage? Je pense que la situation sur le terrain montre qu'il n'est plus du tout dans le même état d'esprit que ce qui était le 24 février pour les raisons que vous avez indiquées. En tout cas, donc le risque existe, évidemment il existe, mais le risque est faible, est devenu beaucoup plus faible qu'il y a 2 mois. On expliquait à l'instant que nous étions dans une guerre de communication. On l'a vu très clairement avec cette prise de parole à nouveau il y a quelques heures du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La situation qui se tend encore un peu plus dans cette bataille de l'information sur un autre terrain. Et je vais me tourner à nouveau vers vous, mon général, au Mali, alors que les soldats français ont quitté le pays. Cela a été une décision qui a été prise par la France il y a peu. Paris accuse des mercenaires russes de tentative
de manipulation de l'information. Des images filmées par drone, par des militaires français montrent des individus, on va les voir, ces images jetant du sable sur un charnier. Or, les Russes se sont servis de ces images pour accuser la France d'exaction. Or, les militaires de la vidéo seraient bien des mercenaires russes qui travaillent avec l'armée malienne. Que cherchent précisément à faire les Russes? D'abord, c'est un succès tactique pour la France, hein. Je rappelle le contexte, vous l'avez évoqué, le 17 février, le président dit on se retire du Mali pour les raisons putsch militaire, présence de Wagner, donc on se retire du Mali, on réarticule le dispositif, c'est en train de se passer, ça va prendre plusieurs mois. Là, on a libéré le site de Gossi, qui était une emprise majeure de la présence française au Mali, au centre du Mali à peu près, hein. Et quand on s'est retiré, on a transféré le site militaire aux forces armées maliennes, et quelques heures après, les Russes ont mis en œuvre cette scène macabre qui est le but étant d'accuser les Français d'avoir créé des charniers sur ce site de manière à discréditer la France aux yeux des Africains, aux yeux des Maliens. Donc ce qu'avait fait l'armée de l'air et les forces françaises, c'est qu'ils avaient laissé un drone Reaper au-dessus du site, hein, et donc c'est ce drone qui a filmé la scène dans laquelle on voit les Russes mettant en scène ce charnier. Et donc on a la preuve, les Russes sont pris la main dans le pot de confiture de la désinformation qui mène en Afrique depuis maintenant 10 ans et ils ont commencé en République centrafricaine, donc c'est pas nouveau. Et cette guerre de l'information, elle appartient maintenant au ministère des Armées. C'est le chef d'état-major des armées, ça fait partie de la guerre. C'est à lui de monter des équipes, de faire en sorte que lorsqu'on est attaqué sur les réseaux sociaux, on soit capable de répondre sur les réseaux sociaux. On est vraiment dans un nouveau domaine militaire qui est le domaine de la guerre informationnelle du niveau militaire. C'est pas facile à faire, c'est très compliqué à faire. Il faut être vigilant, il faut faire attention à ce qu'on fait. Une fois qu'on est attaqué sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'effacer ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, mais cette guerre, elle est menée, et là, c'est une bataille tactique de la France. C'est nouveau pour nous. Une victoire tactique de la France, pardon. La guerre de l'information, c'est quelque chose de nouveau pour nous, mais pas pour la Russie. Parce que pour les Russes, depuis... D'ailleurs, c'était le premier pays, je crois... Et pourquoi s'attaquer à la France? Pourquoi avoir ces tentatives de déstabilisation de la part des Russes sur un tout autre conflit qui est le conflit au Sahel? Je voudrais bien terminer sur la guerre de l'information. Donc en fait, la Russie, c'est le premier pays au monde qui s'est doté d'une stratégie de la sécurité informationnelle. C'était l'an 10 000. Encore quand on ne pensait pas vraiment, on était dans le cyber. Et donc, deuxième chose, ils ont très très bien vu que leur ruse et leur stratégie marchent très bien sur les Occidentaux. Donc en 2014 en Ukraine, en 2008 en Géorgie, etc. Donc pourquoi ne pas utiliser, pourquoi ne pas appliquer les mêmes choses qui marchent, notamment à l'encontre de notre pays, la France? Et pourquoi? C'est très très simple. Les Russes, encore une fois, comme à l'époque soviétique, si vous vous souvenez très très bien, le blason de l'URSS, c'était le monde. Avec le symbolisme soviétique. Donc en fait, il y a cette vocation du leadership dans le monde. Bien sûr, on comprend que la Russie n'est pas tout à fait bien positionnée pour achever ce genre de choses, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Ils savent qu'en Géorgie, ils ont pu prendre 25% du territoire. Quelles conséquences? Rien. Il y avait l'ancien président Sarkozy qui a essayé de amener la paix. En 2014, on a eu la Crimée. Donc en fait, les Russes comprennent qu'ils peuvent aller plus loin. Et pourquoi ne pas aller plus loin? Et on a eu cette question notamment avec cette crainte de la part des Moldaves. Il y a eu Centrafrique, il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie qu'on a raté également. Je veux dire, pourquoi ne pas aller au Mali? Caroline Pilastre, comment expliquez-vous ces tentatives de déstabilisation sur un tout autre terrain de la part des Russes et pourquoi viser la France? Sans doute, évidemment, que M. Poutine veut nous intimider. C'est peut-être une menace déguisée, puisqu'on sait très bien que les mercenaires de Wagner sont sous la coupe, sont à la solde de Poutine et donc de la Russie, puisqu'ils sont payés par lui. Donc je pense que c'est peut-être une manière aussi de se venger du soutien qu'on peut apporter à Zelensky. Il faut séparer quand même l'Ukraine de l'Afrique. Hein. Il y a un lien entre les deux, mais visiblement, dans cette région de l'Afrique, qui est une région stratégique, qui est une région pour plein de raisons, la puissance dominante, c'est la France. Donc ils veulent nous foutre dehors, ils veulent nous remplacer. C'est pas compliqué. Donc ils instrumentalisent Wagner pour nous chercher cette région en remontant les populations contre nous. Ça fait partie d'une stratégie de domination de la Russie sur les matières premières, vraisemblablement. William T. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, Poutine a changé de stratégie. Au début des années 2000, il se tournait plutôt vers les Occidentaux. Il y a eu un tournant, c'était la fameuse conférence qu'il fait à Munich sur la question de la sécurité à la fin des années 2000. Donc du coup, là, il passe quasiment au tir occidental parce que les Occidentaux n'ont pas voulu accueillir la Russie. Il y a un deuxième élément qui est clé, c'est la question de la Syrie. Au moment où Barack Obama refuse d'intervenir, c'est Vladimir Poutine qui intervient. En fait, Vladimir Poutine, du coup, comprend, enfin en tout cas c'est son analyse, qu'il y a une chute de l'Occident et notamment de la question d'une chute des Américains et qu'il faut du coup, avec ses nouveaux alliés, l'Iran
et la Chine créent un nouvel ordre mondial. Mais pour créer un nouvel ordre mondial, il faut contester l'ordre mondial existant. Et donc, du coup, l'ordre mondial existant en Afrique subsaharienne, c'est la France. Et donc, du coup, il attaque la France. Principalement parce que c'est la France qui est la puissance dominante dans cette région et c'est la grande puissance d'influence. Et moi, ce qui m'étonne, notamment en France, c'est que des personnes puissent être pro-Poutine et pro-russe, alors que Poutine attaque nos intérêts en Centrafrique. Parce qu'il y a la question de la Centrafrique, et ce qu'on ne voit pas, c'est notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y a la communication de Wagner soutenue par l'État russe, qui en fait organise une propagande clairement anti-française. Vous avez des clips, et qui a été relayée par certains généraux maliens, effectivement, sur place. Et vous avez une communication qui est anti-française. Et ensuite, après, ils s'attaquent au Mali et ils ont conduit à un ressentiment français, une communication qui est très intensive. Et le but, c'est du coup de créer dans toute cette zone un sentiment anticolonial. Mais c'est à l'époque ce que faisait aussi la stratégie de l'URSS vis-à-vis des puissances coloniales comme la France et la Grande-Bretagne pour les éjecter et pouvoir les remplacer soit par la Russie ou par ses alliés, les Chinois. On va revenir sur cette situation en Ukraine avec ce conflit russo-ukrainien qui entre dans son 3e mois pour tenter de voir comment pourraient procéder justement les Occidentaux pour faire plier Vladimir Poutine. Il y a eu une réunion entre les principaux dirigeants européens et le président américain Joe Biden cette semaine. Et lors de cette réunion virtuelle, ces dirigeants, chefs d'État et de gouvernement, ont évoqué la possibilité de durcir à nouveau les sanctions à l'égard de la Russie. En Russie, les sanctions qui ont été prises depuis le début du conflit ont eu pour conséquence une inflation qui est dorénavant de 20% donc depuis le début de l'année. Si l'Union européenne s'est accordée sur ces sanctions économiques contre la Russie et sur un embargo sur le charbon russe qui n'entrera, je le précise, en vigueur qu'en août prochain, la situation est beaucoup plus complexe lorsque l'on aborde cette possibilité d'un embargo concernant le pétrole et le gaz. On en parle dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de la Minute Info. Au Mali, l'armée française assure avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le nord-est du pays, dans le but, selon elle, d'accuser les Français. Pour l'état-major, cette manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane est représentative des multiples attaques dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois. Au moins 33 morts, dont des enfants, après une explosion dans une mosquée en Afghanistan. L'attaque a eu lieu pendant la prière du vendredi dans le nord du pays. Cette explosion survient au lendemain de 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique qui ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés. Israël va fermer son accès pour les travailleurs palestiniens de Gaza à partir de dimanche. Réaction au tir hier soir de nouvelles roquettes depuis l'enclave palestinienne. La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été tirées. La plupart ont été interceptées par le bouclier antimissile de l'État hébreu. Je le disais à l'instant, les pays européens restent divisés quant à la décision de se priver du gaz et du pétrole russe. On va voir cela très concrètement avec vous. Harold Iman, quelle est la dépendance des pays européens à l'égard de la Russie concernant donc le gaz et le pétrole? Elle est grande, mais elle est très diverse. Alors, sur la carte, vous voyez ici les pays à plus de 75% dépendants du gaz russe pour leur énergie, Finlande, Estonie, Lettonie. Ensuite, ça diminue un petit peu. Vous avez l'Europe centrale, ce triptyque ici, République tchèque, Slovaquie, Autriche, très dépendant. Et ensuite, vous avez l'Allemagne qui, en pourcentage, n'est pas follement dépendante au point d'être comme la Finlande, mais c'est quand même à 49%. Nous, la France, on est assez loin de cette zone. Et donc, c'est moins de 25%. Et on va regarder les grands pays, comment eux, ils sont dépendants. Juste pour se donner une idée, on voit que la France... C'est quasiment 100%. Oui. Et la plupart des pays baltes et la Finlande ont annoncé qu'ils allaient arrêter le gaz russe entièrement. Et l'Allemagne a dit pas assez vite. Elle a dit pas assez vite. Et un dernier regard pour voir un petit peu les approvisionnements en général de gaz en Europe. Si on a la carte d'après, je vous montrerai. Mais en fait, c'est la Russie qui donne 46%. La Norvège
peut monter, l'Algérie aussi, et le reste, ça sera du gaz liquide, enfin du GNL, gaz naturel liquéfié, qui devra venir dans des méthaniers et trouver des ports où on pourra les accueillir et retransformer ça en gaz. C'est beaucoup plus cher, c'est américain et ça vient du Golfe aussi. C'est cela qui explique très certainement que les pays européens sont divisés, notamment sur cette question. Et concernant le pétrole, on est dépendant également du pétrole russe? Non, pas du tout. C'est assez faible dans l'ensemble. Et le gros de notre pétrole, il est de la mer du Nord ou du... C'est peut-être ce qui explique cette déclaration faite cette semaine par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Quelle est la première source de devises depuis plusieurs années pour le pouvoir de Vladimir Poutine? Ce n'est pas le gaz, c'est le pétrole. C'est ce qu'a estimé en tout cas Bruno Le Maire cette semaine. On comprend que la France plaide pour un embargo vis-à-vis des importations de gaz et de pétrole russe. Est-ce qu'on peut s'en passer, mon général? La France, on peut s'en passer. D'ailleurs, on a décidé de s'en passer. Non, le problème, c'est vraiment l'Allemagne. L'Allemagne vous explique que s'il s'en passe, c'est l'énergie, c'est l'économie qui s'écroule, c'est la crise politique. La dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe, c'est sidérant quand on regarde ça. C'est hallucinant. Donc ça amène l'Allemagne dans une position très difficile. Et donc forcément la France, parce qu'on veut quand même travailler avec l'Allemagne, et ça peut se comprendre. Mais l'Allemagne aujourd'hui est en train de financer à peu près à elle toute seule plusieurs centaines de millions d'euros l'achat d'armement par la Russie. Comme nous. Mais l'Allemagne, la différence, c'est que l'Allemagne dit je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me priver du gaz russe, sinon je m'effondre. Donc l'Allemagne est pieds et poings liés, ce qui n'est pas très bon pour le couple franco-allemand, ce qui n'est pas très bon non plus pour le rayonnement de l'Allemagne, et ce qui a amené le chancelier Scholz à dire hier, on ne va pas envoyer d'armes lourdes. On n'enverra pas de chars. On revient à notre discussion de tout à l'heure. On en revient au retrait de l'Allemagne par rapport à un conflit, alors qu'elle vient d'afficher 100 milliards pour son armement, qu'elle veut faire la guerre comme tout le monde. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué. L'Allemagne, elle n'est pas encore prête à assumer ses responsabilités pour toutes ces raisons. J'aimerais connaître votre position sur ce marché opaque qui est en train de se mettre en place pour masquer l'origine russe du pétrole. On poursuit la discussion sur cet approvisionnement des Européens en gaz et pétrole russe. De plus en plus de pétroliers sont chargés sans destination précise. Selon Tanker Tracker, en avril, plus de 11,1 millions de barils ont été chargés dans des pétroliers dont on ignorait l'itinéraire, soit plus que pour tout autre pays. Un chiffre en nette hausse par rapport au volume livré de la sorte avant l'invasion des Russes en Ukraine. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que ce sont les Russes qui cherchent à vendre leur pétrole sans qu'on puisse retracer d'où provient ce pétrole? Ou est-ce que ce sont des pays européens, je ne sais pas, l'Allemagne ou autre, nous n'allons pas pointer un pays en particulier, qui tentent d'acheter du pétrole russe, mais sans que nous puissions tracer la provenance de ce pétrole? Il y a plusieurs éléments. Premièrement, il faut s'interroger sur l'opportunité des sanctions russes, sur les sanctions contre la Russie, notamment qui ont été effectuées depuis le début des années 2010. On montre notamment en regardant les réserves d'actifs de la Russie qu'en fait, à partir de 2014, qu'ils ont opéré un changement stratégique. Donc ça veut dire que lorsque les Européens opèrent des sanctions contre la Russie arrive à trouver des moyens détournés ou des pays tiers pour pouvoir commercer, ou en tout cas déposer des réserves monétaires. Notamment, je prends un chiffre qui est clé, c'est que les Occidentaux européens tenaient à peu près 55% des actifs russes, et maintenant c'est plutôt les Chinois et en or qui passent à 55%. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en fait, quand vous regardez la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a exprimé une résolution contre la Russie. Et quand vous regardez en fait les pays qui se sont exprimés contre la Russie, vous avez les Européens, vous avez les Nord-Américains, donc Canadiens et Américains. Mais en fait, vous avez une grande partie du globe, notamment en Asie et en Afrique, qui ont été soit neutres, soit qui ont voté contre. Et donc, du coup, en fait, la Russie peut passer par ces pays-là entières pour ensuite revenir vers les pays européens pour pouvoir commercer. Mais c'est comme ça qu'en fait, ils détournent les sanctions d'une manière ou d'une autre. Et quand vous regardez notamment le comportement des oligarques, ils voient notamment qu'ils ont transféré une partie des actifs vers d'autres pays, notamment dans le Golfe, en Afrique et en Asie. Et en fait, du coup, se pose la question de l'efficacité des sanctions. Parce qu'en fait, vous avez parlé de la question de l'Allemagne, mais en fait, l'Allemagne est prise entre deux étaux. Elle est dépendante de la Russie sur la question des matières premières, gaz et pétrole, mais en même temps, elle est dépendante des Américains sur la question de la sécurité. Et donc, du coup, se pose la question de l'indépendance de l'Europe, qui est utilisée un peu de manière par Zelensky et par Biden dans un conflit contre la Russie. Donc, en fait, au final, quand on se posera dans les années à venir, dans les livres d'histoire, qui a été la grande perdante de cette affaire, je me demande si ça n'a pas été l'Union européenne et l'Europe. Et il y aura peut-être un sursaut dans les prochaines années, justement, de cette Europe pour tenter de devenir beaucoup plus indépendante.
Effectivement, mais on en revient évidemment aux intérêts individuels de chaque pays. Et on le voit justement avec l'Allemagne, puisque nous dépendons du gaz russe à 17%, tandis que l'Allemagne, c'est un citoyen sur 2 qui, jusqu'à présent, se chauffe avec le gaz. Donc c'est pour ça qu'ils sont en retrait et parfois timorés vis-à-vis de cette guerre. Et oui, il va falloir revoir l'UE dans sa globalité, parce que justement, si les sanctions ne prennent pas sur les oligarques, sur une partie de la Russie, que va-t-il se passer pour les Ukrainiens? C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'on nous parle d'un moyen à long terme pour les sanctions. On ne peut pas voir encore les effets à l'instant T. Mais c'est sûr que si on n'arrive pas à créer un bloc plus important entre nous, les Européens, vous avez toute l'autre partie du monde, comme vous le disiez, William, les Chinois, les Indiens, une bonne partie des pays musulmans qui sont avec la Russie. Donc quand on dit que Poutine est esselé, c'est faux. Il n'est pas si isolé que ça. En fait, c'est pas vraiment qu'ils sont avec la Russie. C'est surtout qu'en fait, ils veulent pas se mêler du conflit. Oui. Ils veulent pas être mis au milieu. Et donc, du coup, eux, plutôt, leur intérêt, c'est de pouvoir dialoguer à la fois avec l'Union européenne, avec les Américains, mais également avec les Russes. Ils veulent pas être embarqués dans cette. Mais c'est très hypocrite parce qu'on est dans une scission. Non, mais il y a une scission, mais en fait, il faut voir que la scission. Potentiellement expliquer la constitution de ce marché opaque pour tenter toujours de se commercialiser avec les Russes, mais sans qu'on puisse retracer la grande scission qu'on voit, la provenance du pétrole. C'est sur quoi je voulais insister. C'est une scission occidentale, européenne et russe. Le reste du monde ne veulent pas se mêler sur la question de conflit. Donc quand on pense que tous les autres pays sont concernés par la question de l'Ukraine, non, c'est pas leur affaire. Eux, ils veulent que ça se règle le plus rapidement possible pour pouvoir continuer leurs affaires, parce qu'on est en situation d'après-crise Covid, et donc du coup, eux veulent faire repartir leur économie. Et vous avez la même question portée sur la question de la Chine. Quand vous regardez, par exemple, l'attitude chinoise, la Chine, on pensait qu'ils allaient soutenir implicitement la Russie. Évidemment, c'est plutôt leurs alliés, mais en même temps, ils veulent continuer leur dialogue avec l'Union européenne et continuer à commercer avec les États-Unis. Donc en fait, se joue sur la plupart des pays qui veulent agir en contournement. Et si par cas Vladimir Poutine contourne les sanctions en offrant des moyens financiers et économiques importants ou des débouchés de matières premières pour ces pays-là, évidemment qu'ils vont l'utiliser. Et donc du coup, moi c'est pour ça que je pose la question de l'utilité des sanctions, c'est-à-dire que l'Union européenne va se couler petit à petit sans affaiblir véritablement la Russie, comme on voit petit à petit sur le changement de stratégie en termes de résolution d'actifs, en termes de partenaires commerciaux. Quand vous regardez sur la question des débouchés du pétrole et du gaz, ils ont notamment signé un contrat de 800 ou 1200 milliards de dollars avec la Chine. Donc ils auront des débouchés commerciaux sur le pétrole et le gaz. Il y aura toujours des acheteurs sur ces matières premières-là, sans que ce soit forcément l'Union européenne. Si vous me permettez, vraiment deux choses très vite. Très court. Oui. Premièrement, c'était l'Allemagne qui a créé aussi cette dépendance du gaz russe. Deuxièmement, sur les sanctions, en fait, les sanctions marchent très bien et on le voit déjà maintenant tout de suite. On sait que les Russes ne peuvent plus produire les missiles avec lesquels ils frappent les Ukrainiens. On voit qu'au niveau de la défense, de l'industrie de la défense, ça ne se passe pas très bien pour la Russie. Et donc, en fait, les sanctions, elles marchent. Elles marchent, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes, d'où cette question des pays membres de l'Europe et du président américain d'alourdir d'ici